Thierry Chavel, bonjour. Stéphane Coulier, bonjour. Bonjour. Michel Moral, bonjour. Bienvenue. Merci. En cette presque fin d'après-midi du congrès Synergie. Synergie, énergie, est-ce qu'il vous en reste encore? Suffisamment. Suffisamment? Ouais. Plus tellement. Ah, ok. Ok. Qu'est-ce qui... Pourriez-vous vous présenter en quelques mots sur vos compétences, votre parcours, votre expertise? Qui commence? Allez-y, comme chacun veut. Je suis coach de dirigeants depuis 25 ans. J'enseigne, si on peut enseigner le coaching, depuis 22 ans. Donc, coach et formateur? Oui, en tout cas, je m'occupe du Master de Paris 2, qui est un M2 académique, et puis superviseur et auteur. Ok. Stéphane Coulier, donc moi je suis installé au Québec depuis 18 ans. Je suis coach exécutif, je fais un doctorat sur les dilemmes des coachs et les arbitrages de ces coachs, de leurs dilemmes. Je suis également très impliqué dans ce congrès puisque je fais partie de l'équipe organisatrice et puis je suis aussi président d'ICF Québec, donc le chapitre québécois d'ICF. Donc je suis très impliqué dans les communautés diverses autour du coaching. Et mon dada, c'est les liens entre la pratique et la recherche. Ok, merci. Bon, on a de quoi... On a un joli menu alors là. Et Michel? Alors moi je suis coach depuis 21 ans, superviseur depuis 17. Je suis formateur, j'ai été formateur de coach à l'université Paris 8, puis maintenant au DUEC de Cergy-Pontoise. Et puis je suis formateur de superviseur maintenant depuis 2010. Et également chercheur en coaching d'abord et maintenant chercheur sur la supervision. Donc, je suis très, très orienté international. Ok. Quelle a été votre intention à chacun de vous de participer à ce congrès? De rencontrer des coachs, des chercheurs, des superviseurs, des sympathisants, des pratiquants, des croyants, des agnostiques. Il n'y a pas tant d'occasions que ça d'avoir d'abord une aventure francophone, parce qu'on ne fait pas le coaching de la même façon en France, en Tunisie, au Maroc, en Belgique, en Suisse et au Canada. Michel ne contredira pas. Et je trouve que ça secoue bien les neurones, c'est-à-dire que de déconstruire un peu nos concepts, nos hypothèses. Moi, j'ai beaucoup aimé écouter plus que parler. J'ai trouvé qu'il y avait des belles rencontres. Nous, alors moi, c'est un petit peu particulier parce que j'étais avec ICF Synergie au début d'ICF Synergie qui a lancé ce projet-là. Donc on était une communauté virtuelle, 100% virtuelle. On ne s'était jamais rencontrés depuis 8 ans qu'on travaille ensemble. Et puis on avait toujours eu le rêve de dire un jour, la pandémie est passée, un jour, tout ça. Puis finalement, ce jour-là, c'est là. Donc la question de ma présence, elle est très liée à cette communauté-là. Et puis par contre, l'aspect de faire un congrès qui soit bien sûr un congrès de praticiens, mais qui ait une ligne recherche, c'est-à-dire essayer de faire rencontrer deux mondes, ça a été un point sur lequel moi j'ai mis beaucoup d'emphase pour qu'on le fasse, quoi, aussi, parce que d'habitude c'est un petit peu des congrès de praticiens ou des congrès de chercheurs. Ok, Michel, vous... Alors moi je connais pas bien le monde d'ICF en France, par contre je le connais bien à l'international. On a beaucoup travaillé ensemble sur plein de sujets, et en particulier on a élaboré ensemble des compétences de superviseur, on a élaboré ensemble beaucoup de choses. Donc je suis assez familier avec ICF à l'international. Et je suis venu ici pour voir où c'en était sur la supervision, enfin, puisque c'est le sujet qui me prend aux tripes. Et donc, j'ai ouvert grand les oreilles, discuté, etc., pour en savoir plus. Alors, chacun dans votre attente, est-ce que vous êtes nourri à 90%, à 50%? J'aurais du mal à faire une statistique parce que je suis encore en digestion. Et il y a des bonbons qui sont à digestion lente. Par exemple, tous ces moments off où finalement on rencontre un peu tout un morceau de vie. Des coachs qui disent « moi je suis un bébé coach », ce qui est toujours lunaire pour moi parce que j'ai l'impression qu'on est éternellement un bébé coach. Et puis
des moments peut-être un peu plus bruyants, on va dire, dans lesquels il y avait des discours ex cathedra avec des concepts plus ou moins décapants pour moi, notamment sur l'intelligence artificielle. Hein. Donc de ce point de vue, j'étais très content qu'il y ait de l'émotion, du physique, de la présence et aussi du silence. J'ai beaucoup aimé les temps de silence, donc ouais, je ne mettrai pas un pourcentage, mais en tout cas, j'ai plus faim. Ok. Stéphane? En plus, je n'ai plus faim. Mais très content parce qu'il y avait l'organisation qui était... Ouais. Bon, et puis avec tous les questions qu'on peut se poser avant d'organiser un tel événement, donc le résultat est au-delà de mes espérances, c'est sûr. Sur la partie rencontre du monde de la recherche et de la pratique, moi, je suis très content parce qu'on a fait des belles discussions, des belles rencontres, et aussi des moments qui pouvaient être des moments de tension entre des mondes qui ne se comprennent pas vraiment, voire parfois un peu de violence dans les discussions, dans les échanges, mais tout ça participe un petit peu à casser les silos et un peu les croyances, en sachant que les gens qu'on a rencontrés venaient beaucoup pour être aidés, finalement, être sourcés par rapport à de la matière qui leur permette de se légitimer en tant qu'individus dans leur rôle, mais aussi de légitimer la profession du coaching, la profession entre guillemets. Et parfois, la recherche, elle n'a pas de réponse, hein, pas plus, elle pose plus de questions qu'elle donne de réponses, on le sait bien. Donc parfois, bon, mais en tout cas, extraordinaire. Michel? Moi, je ne m'y attendais pas, mais j'ai été très très satisfait de mes rencontres dans le champ de la recherche. C'est inattendu. Je me suis aperçu qu'il y a des gens que ça passionne, qui font des choses, qui réfléchissent. Il y a eu quelques discussions vraiment vraiment en profondeur, intéressantes. Et bon, j'ai écouté, mais pas tellement parce que je devais intervenir 2 fois. Et j'ai surtout essayé de faire des liens, de discuter dans les couloirs avec les uns ou les autres. C'était ça qui... Sur quel sujet de recherche ou quelle discipline surtout? Qu'est-ce qui vous a le plus Moi, surpris? mon domaine de recherche, c'est la supervision. Donc j'essaye de faire... Il n'y a pas beaucoup de recherche sur la supervision, donc j'essaye de faire avancer à ce niveau-là. C'est quoi la recherche sur la supervision? Sur quoi ça porte? Alors, je vais être abstrait là, mais mon sujet préféré, c'est de savoir si la supervision a un impact au-delà du coach, du supervisé. C'est-à-dire si elle a un impact sur le coaché, sur son organisation, ce qui ferait qu'elle serait factuellement, rationnellement vendable. Ce qui a empêché ICF d'annoncer son action sur la supervision, c'est ça, c'est cette impossibilité. Il y a un article qui est bien connu, qui a été signé par Joël Di Girolamo, qui s'occupe de recherche à l'ICF. Et dans les dernières lignes, c'était ça. On n'avancera pas tant qu'on n'aura pas prouvé cet impact au-delà du supervisé. Donc on est beaucoup dans le monde à essayer de casser, de résoudre, de broyer ce sujet, mais on n'est pas encore arrivé. Et on en est où alors? On est vraiment dans les prémices? On est vraiment sur l'embryon? Non, Il y a déjà... Je m'excuse, je vous prends beaucoup de temps de parole, mais disons que le problème est maintenant bien posé. La difficulté, c'est de trouver une problématique qui soit valide, parce qu'en recherche, on parle de méthodologie valide, d'une problématique qui a été bien circonscrite. Et pour l'instant, c'est la méthodologie adéquate, on ne l'a pas trouvée. Ok. Est-ce que l'un et l'autre, vous partagez cet état de embryonnaire ou alors déjà développé dans certains domaines de recherche que vous pouvez appliquer ou qui vient expliquer les phénomènes de changement notamment? Moi, je trouve qu'il y a 2 mouvements qui m'ont frappé pendant ces 2 jours. Un, c'est l'effort de scientificité. Il y a beaucoup de manuels, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont en fait, on va pas se mentir, plutôt des recettes de coaching, des concepts. Le modèle anglo-saxon va beaucoup dans ce registre-là. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une recherche francophone, européenne, dans laquelle il y a du qualitatif. Et ça, c'est le deuxième point, c'est que je trouve qu'à côté de la recherche quantitative, on peut aussi parler d'une recherche qui laisse sa place à la subjectivité. Et on peut être dans une subjectivité positive, ou je ne sais pas, en tout cas, qui rend compte de ses actes,
mais qui n'ignore pas que c'est d'abord une pratique phénoménologique, le coaching. Et moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle qu'on aille vers des approches où la pratique répond de ces actes et on peut théoriser cette pratique sans pour autant tomber dans la même chose que la recherche en sciences de gestion, quoi. C'est quand même un avatar un peu à part, hein, le coaching dans les sciences de gestion. On est à cheval entre plein de disciplines. Mmh. Alors moi, mes thèmes de recherche, par certains aspects, vont regrouper alors de façon très, très éloignée, parce que je vais travailler aussi un petit peu sur la supervision. On en rediscutera sûrement, Michel. Oui, j'ai l'impression. Vous aviez commencé déjà? On a discuté aujourd'hui, puis on se connaissait. Ah, okay. Et en fait, oui, sur l'aspect de dilemme de coach, d'arbitrage des coachs, de la place de la réflexivité dans l'arbitrage de ces dilemmes, et le groupe. Donc je m'appuierai sur un auteur qui est Mezirow, qui travaille sur la réflexivité et l'altérité, l'altérité qui pourrait passer par un groupe de supervision, et pour aider le coach dans une démarche réflexive, et peut-être en miroir, c'est-à-dire que la réflexivité du coach, le manager, client du coach, qui lui-même est dans ses dilemmes, lui-même a ses arbitrages, lui-même est seul face à ses dilemmes, et lui-même a des besoins de réflexivité plus grande, puisque c'est des cas qu'on retrouve souvent en disant où est l'espace, cet espace sécuritaire de réflexivité et de temps que beaucoup de nos clients n'ont que à travers le coaching. Donc, de quoi occuper une vie. Oui. Et en quoi, justement, ce congrès ici, en 2024, avec le succès qu'il a, est-ce que c'est vraiment l'expression d'une bascule? On passe vers une autre époque où, effectivement, ça devient sujet de recherche, avec des choses assez affirmées maintenant, d'autres pas du tout, d'autres vraiment qui sont en démarrage. Est-ce que là, il y a une nouvelle dynamique qui peut se créer à partir de ce congrès? Je crois que c'est un peu tôt pour le dire. Ce qui me semble, c'est que c'est la première fois, comme disait Stéphane, que on saute un peu les frontières entre d'un côté les chercheurs et de l'autre côté les praticiens. Ça que je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Parfois il y a des complexes, parfois il y a des préjugés, parfois il y a l'idée que la recherche c'est bien mais c'est pas très opérationnel et que du point de vue d'enseignant-chercheur que j'ai, moi quand j'accompagne des étudiants qui veulent faire leur thèse, c'est souvent parce qu'ils ont une posture critique sur la pratique du coaching. Et là je trouve qu'on a construit des ponts. L'atelier c'était éthique et réflexivité. Et moi ce qui m'a conforté dans ma pratique et ma recherche, c'est qu'en fait tout coaching est éthique. Se rendre compte que la question de la conduite, la question du répondant, la responsabilité que j'ai, que je sois praticien ou chercheur, ça concerne tout le monde. On a eu un très bel atelier sur est-ce que le coach c'est un chercheur qui s'ignore. On se disait avec Stéphane, on aurait pu donner plus de temps à la salle parce que les participants en sont à ce stade de se poser cette question. Donc, en tout cas, c'est prometteur. Je ne sais pas si ça se fait dans le monde anglo-saxon, mais on pourrait être pionnier là-dessus. Je rebondis, moi Michel, je rebondis juste sur le fait, la question, il faut rester modeste, je pense qu'on ne sait pas comment les greffes peuvent prendre, et puis ça demande de l'effort, de maintenance. Moi j'ai tendance à penser que c'est une petite graine qui est plantée, comme il y en a d'autres, qu'il y a quand même beaucoup de gens qu'on rencontre qui sont intéressés par les résultats de recherche, mais après la réflexion, participer à, c'est un petit peu plus petit, hein, donc ça veut dire que ceux qui sont intéressés, dites-nous ce que vous savez que l'on ne sait pas pour être plus légitime. Ça, je pense que beaucoup de coachs sont d'accord de venir nous voir un petit peu, je pense. Mais par contre, donc, oui, en tout cas, c'est un événement important, je pense. Après, qu'est-ce qu'on en fera? Ça, c'est autre chose. Oui, je n'ai pas d'idée sur ce que ça va devenir. Okay. Ça dépend de nous. Hein. Oui, oui, oui. Oui, les synergies qui apparaissent ici, je pense que ce sont des phénomènes assez nouveaux, effectivement. On parlait de divergence d'abord, de convergence ensuite, et de synergie. On en est là. Et en termes de levier de développement de l'humain sur la planète, en quoi le coaching peut contribuer? Oui, il contribue. Sur quoi ça porte la phénoménologie dont tu parlais tout à l'heure? Sur quoi elle porte précisément pour que le coaching devienne un levier de développement humain? À froid, c'est une question difficile. Moi, je crois que
déjà, le premier levier, c'est d'assumer la subversion de l'intériorité. C'est-à-dire que la première planète dont il s'agit de s'occuper, c'est nos planètes intérieures, de voir qu'il y en a plusieurs. Alors, pour un public qui arrive sur la vidéo, là, ou sur le... Qu'est-ce que c'est qu'une planète intérieure? Voilà, D'accord. merci. En gros, c'est est-ce que je suis au clair entre la partie de moi qui a une identité de coach, la partie de moi qui a une pratique de coach, sans forcément être coach estampillé, et la partie de moi qui a une réflexion sur ce que c'est qu'être coach, éventuellement en étant chercheur. Ça, je trouve que, allez voir qu'on habite, enfin peut-être que ces trois personnes-là habitent à l'intérieur de nous, et que je ne sais pas si le coach est un chercheur qui s'ignore, mais on pourrait retourner la question. Et la deuxième chose, peut-être pour changer le monde, c'est de ne pas prétendre changer le monde. C'est-à-dire que cette position d'humilité, cette position d'aller regarder les différentes réponses qu'il y a à une même question, la vérité, elle va émerger de ça. Je ne suis pas sûr que... Enfin, pour moi, l'idée de changer le monde en tant que coach, elle est forcément par ricochet. On peut aider des coachés à essayer de changer leur écosystème. C'est déjà beaucoup. Mais être en conscience qu'on a cette responsabilité, au-delà juste de la relation duale, ça oui, c'est une utopie intéressante. Merci. Stéphane? Pour rebondir, si on en a déjà discuté, la notion d'humilité du coach, alors, du chercheur, etc. Puis je vais reciter Jean Kelevitch. Dès qu'on parle d'humilité, c'est trop tard, elle disparaît, donc il ne faut pas y penser, il ne faut pas en parler, il faudrait... Voilà. Mais pourtant, que ça soit la posture du coach, d'humilité sur ce qu'il est, alors commencer en effet sur déjà... soit pour pouvoir avoir un impact sur le monde. Moi, j'ai tendance, et c'est pour ça que je m'investis beaucoup aussi dans des communautés, j'ai tendance, du fait que notre activité vient de partout, est pluridisciplinaire, des parcours différents, on est tous différents. Moi, je ne l'ai pas vécu dans d'autres métiers que j'ai pu faire avant. Ce besoin, finalement, de créer une sorte d'unité ou une légitimité, une conscience qu'on est quand même ensemble, fait qu'il y a cette synergie qui existe. De la communauté synergie. Et je pense qu'en effet, alors, sans aller vers est-ce que le coaching a un rôle social, qui est un sujet que Pauline adore, l'impact que l'on peut avoir collectivement passe d'abord par, en effet, une cohérence totale entre ce que individuellement on veut, on doit, on peut faire, bon, tout ça c'est bien, mais que collectivement, oui, c'est là qu'on peut marquer. Et je pense que la synergie, on a une bonne... est un bon terreau pour ça. Ok, merci. Michel, par rapport au changement? Alors moi, j'ai un point de vue un peu différent qui est que... Bienvenue. Enfin. Il y a une responsabilité, il y a une responsabilité des fédérations, de toutes, qui consiste à inclure le bien commun dans les missions de coaching. Pour l'instant, ma mission, telle que je la comprends en tant que coach, c'est de répondre à la demande de mon client et pas de caser de force des idées autres. D'un point de vue éthique, on en discute beaucoup, comme on dit, both countries. Il y a des discussions sanglantes, quand je dis sanglantes, vives, interfédérations. J'ai beaucoup de réunions à ce niveau-là, qui est que est-ce que nous devons nous contenter de notre mission de coach telle qu'elle est définie par les canons du coaching, et donc les fédérations, ou est-ce qu'on peut prendre l'initiative personnelle de caser des choses sur le climat, par exemple, ou la pauvreté, ou que sais-je. Moi, j'ai des supervisés qui avaient un client, des DG ou des dirigeants, ils avaient un problème grave de licenciement de plusieurs centaines de personnes, et le coach voulait absolument leur parler de climat. Et à mon avis, moi en tant que superviseur, ça m'a profondément choqué. Le coach, il est là pour répondre à la demande. Et la demande, elle a un enjeu humain considérable. Et c'est ça Parce que des enjeux sociétaux, il y en a beaucoup. Il y a le climat, la pollution, les guerres, je veux dire que... Et ces enjeux peuvent se contredire. Donc ça veut dire qu'à la fin, le coach parle de ses propres opinions sur les enjeux. Ce qui devrait être fait. C'est mon point de vue. Un mot de clôture?
Écoute, le mot de clôture pour moi, c'est fragilité. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce que Michel vient de dire. La fragilité de notre position de coach ou de chercheur, ou les deux, c'est de ne pas croire qu'on a des réponses, de se méfier de nos idéologies, de se méfier de notre jugement qui est en embuscade, et donc continuer à avoir cette pratique où on pose plutôt la question qui est derrière la question. Vu de ma fenêtre, la supervision, c'est du coaching de coach. Et il y a tellement de façons de superviser qui sont presque au carré des façons de coacher. Donc, ouais, vrai sentiment de fragilité heureuse, de fragilité constructive. Intéressant, je vais juste rebondir, tu dois connaître, il y a un papier, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais une étude qui avait été faite on avait interrogé les coachs pour savoir s'ils étaient supervisés. Oui. Et en fait, ils répondaient, je crois que c'était dans les 70% de dire « je suis supervisé ». Et en fait, dans les 70%, ils y mettaient en effet toutes les formes sans savoir vraiment le définir, la supervision là, telle qu'elle existe vraiment, ils mettaient du peer coaching, coaching par les pairs, on ne savait même pas ce qu'ils mettaient, mais 70% qui déclarent « je suis supervisé ». Intéressant, hein, je sais pas si tu... On a une équivalente Ouais. en France où ça Ça appelait inclut le résultat, depuis ouais. des réunions saucisson vin rouge jusqu'à des Exact. vraies supervisions. Ouais, c'est ça. Donc il y a la perception, puis voilà, la Ok. réalité. C'est toujours le problème des enquêtes. Ouais. Ok, merci. Merci Thierry, merci Stéphane, merci Michel. Et on va terminer ce séminaire dans les quelques heures qui restent. Merci à vous. Ben, merci. Merci, En tout Claude. cas, bravo.